Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut d'éthique appliquée. Mon nom est Lise Langlois, je suis directrice de cet institut. Alors, on ouvre la conférence, on ouvre l'année des conférences midi avec Dominique. Et c'est vraiment un plaisir d'accueillir Dominique Clich aujourd'hui parmi nous. C'est un sujet d'actualité. Puis, comme toujours, on suit les travaux de Dominique depuis un certain temps parce qu'il est diplômé, il a déposé sa maîtrise, il a fait son dépôt initial cette année. Il est diplômé en philosophie de l'Université Laval. Il est aussi également conseiller en éthique au secrétariat de la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Il a notamment été chargé de projet dans le dossier des villes intelligentes. Donc, à ce titre, il a effectué la recherche et la rédaction de la ville intelligente au service du bien commun, ligne directrice pour allier l'éthique au numérique dans les municipalités au Québec. Donc, cet avis qu'il nous présente aujourd'hui paraîtra le mois prochain. Donc, vous avez vraiment une primeur. Peut-être un petit mot sur la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. C'est un organisme du gouvernement du Québec qui relève de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Sa mission consiste à conseiller la ministre sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et à susciter la réflexion sur ces enjeux. De façon générale, ces activités visent à informer, à sensibiliser et à organiser des débats autour de ces enjeux éthiques. Elles consistent également à proposer des orientations susceptibles de guider les acteurs concernés dans leur prise de décision. Donc, aujourd'hui, Dominique va nous parler des enjeux éthiques de la ville intelligente. Ce qu'on fait normalement, c'est une petite conférence d'une 45 minutes environ. Puis, on laisse une période de questions avec le public. Alors, Dominique, bienvenue à l'Institut. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. On m'a présenté comme appartenant à l'Université Laval. Je suis évidemment ici en premier lieu comme conseiller en éthique à la Commission. Donc, je vous présente des travaux qu'on a faits dans le cadre des 2 dernières années à la Commission, aussi en collaboration avec un comité de travail, sur les questions touchant à la ville intelligente. Donc, sans plus tarder, pour commencer, qu'est-ce qu'une ville intelligente? Donc, je vous annonce tout de suite qu'on ne réglera pas la question dans le cadre de ce midi-conférence. C'est une notion qui est très large, qui s'entend dans plusieurs dimensions et qui a une composante de buzzword marketing qui est non négligeable. Donc, on a quand même tenté de restreindre à une définition qui cadrait aussi avec la mission de la Commission de s'intéresser davantage aux aspects technologiques. Donc, vous allez voir qu'il peut y avoir des dimensions que certains vont rattacher à la ville intelligente qui vont être moins abordées dans le cadre de la présentation. Ensuite, nous, on s'intéressait au contexte plus proprement québécois, évidemment. Donc, rapidement, quelques éléments sur l'état de la situation aujourd'hui dans les municipalités québécoises, dans leur compréhension, leur application de la notion de ville intelligente. Ensuite, je vais vous présenter très rapidement l'approche du comité de travail, donc le cadre dans lequel on a fait notre analyse éthique, pour aller au cœur de la présentation sur les enjeux éthiques et aussi juridiques, parce qu'ils sont assez importants dans le cadre des villes. Malheureusement, sans pouvoir entrer dans les recommandations qui sont adoptées, mais non encore publiées. Donc, on va en rester à une présentation globale des enjeux et je vous invite évidemment à rester au courant. Le 20 octobre prochain va se lancer l'avis dont a fait mention Lise. Donc, qu'est-ce qu'une ville intelligente? En fait, il y a plusieurs dimensions. Comme je disais, on entend parfois ville numérique, ville branchée, certaines notions vont être des villes pilotées par la donnée. On entend aussi ville durable, ville intelligente et durable. Donc, souvent, il y a des qualificatifs qui vont être accolés à la notion d'intelligence. En premier lieu, nous, on va parler de l'utilisation accrue et intégrée des technologies numériques d'analyse et de traitement de l'information à l'intérieur d'une municipalité. Évidemment, lorsqu'on parle d'intelligence ici, on ne parle pas de grands concepts, on ne parle pas d'intelligence à la Piaget, on va parler vraiment d'intelligence telle qu'on l'entend lorsqu'on parle de smartphones, de smart, n'importe quoi. Donc, on parle justement d'intégration, de réactivité avec l'environnement, avec l'information qui est contenue, l'intégration de plusieurs fonctionnalités à l'intérieur d'un même système. Beaucoup d'éléments d'automatisation aussi qui vont être importants pour définir l'intelligence. Et souvent même une dimension de technologie apprenante, donc qui va être aussi en mesure d'aller au-delà de ce qu'on lui donne, dans le fond, et de traiter la donnée pour en faire ressortir de nouvelles informations. Un élément important aussi dans le cadre de la ville intelligente, c'est la géolocalisation, le rapport au territoire, donc on va pouvoir y revenir aussi.
Dans une ville intelligente, donc, il y a pour nous nécessairement une utilisation de technologie ou moins de données, mais toujours dans un cadre qui se définit dans un cadre d'objectifs assez précis en termes d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, optimisation des ressources, donc meilleure utilisation des ressources financières, notamment matérielles, optimisation des services aux citoyens. Il y a tout un pan de la vie intelligente qui s'intéresse aux notions de gouvernance, démocratie, participation, qui vont chercher à avoir plus de transparence, par exemple, d'avoir une plus grande participation citoyenne par le moyen de plateformes numériques. Et aussi un élément, on pourrait dire, plus empirique, si on veut, dans la prise de décision, donc une manière de revisiter la rationalité des décisions publiques pour qu'elles soient davantage fondées sur la donnée, sur les faits. Et enfin, on ne peut pas passer sous silence non plus l'importance du discours d'innovation, de développement économique, qui est souvent collé à la ville intelligente. Donc, on cherche à créer dans une ville comme ça un environnement qui favorise l'innovation. Donc, d'un point de vue économique, mais aussi l'innovation d'un point de vue plus général, l'innovation sociale, innovation aussi en termes de recherche davantage. Donc, dépendamment des modèles de ville, il va y avoir un axe qui va être privilégié ou des fois une intégration différente, dépendamment des besoins des villes en question. Dans une ville universitaire, généralement, la recherche universitaire va prendre un grand pan de la définition, ce qui va être moins le cas dans d'autres types de villes où là, c'est vraiment le développement économique qui va être mis de l'avant. Donc, au Québec, en gros, je ne sais pas si vous avez une vision laser qui vous permette de lire les quelques exemples qu'on a ici de technologies de services dans plein de domaines d'application. Je vais vous en nommer quelques-uns. Dans le fond, on en connaît plusieurs, en fait, même déjà à la Ville de Québec, les systèmes qu'on appelle le copilote, donc qui aident à la gestion de circulation, le pay by phone, donc de pouvoir payer son stationnement à distance. On considère que ça fait partie de services, de projets de type ville intelligente. Ensuite, tout ce qui est volet communication, évidemment, c'est assez évident. Avec les technologies d'information, on va voir la présence Facebook des villes, le conseil municipal qui va être diffusé sur le web, une plus grande interactivité qui va être cherchée par le biais d'Internet. Gestion publique, conseil sans papier, l'utilisation de l'agrégation de données pour avoir une meilleure visualisation des impacts de différents projets. L'éclairage intelligent, qui est quelque chose qui est développé beaucoup à Sherbrooke, si je ne m'abuse. Ils développent des lampadaires qui vont pouvoir gérer plus efficacement la consommation d'électricité pour s'ajuster à la luminosité, mieux que ce qu'on aurait en ce moment. Suivi de déneigement, donc ceux qui ont suivi un peu le déneigement à Montréal, peut-être que le qualificatif intelligent n'est pas ce qui vous vient en premier lieu à l'esprit, mais malgré tout, ça fait partie de ce genre d'initiative-là. Portail de données ouvertes, peut-être avant, je ne lirai pas l'entièreté du tableau, évidemment, là, mais un des gros éléments qui est arrivé dans la dernière année, c'est l'ouverture du portail Données Québec qui regroupe au départ les données ouvertes de 5 municipalités hébergées par le Conseil du Trésor, qui est un des projets d'ouverture des données, en plus de celui de Montréal qui est quand même dans une classe à part et qui vise à avoir ce genre de développement-là à travers le Québec par la suite. Donc, pour dire à quel point, en fait, il y a de l'effervescence puis il y a beaucoup d'actions, en fait, qui se passent au Québec, malgré l'idée qu'on peut avoir que, bon, on n'est pas Rio, on n'est pas New York, on n'est pas Singapour, là. Très bientôt, cet automne, sera lancée la stratégie numérique du Québec, qui comprend un volet ville et territoires intelligents. Donc, l'avis de la Commission se veut explicitement complémentaire à ce volet-là de la stratégie numérique. Et il y a là-dedans, donc, le gouvernement du Québec s'est donné comme mandat, il y a déjà quelques années, sous l'impulsion du premier ministre lui-même, de doter le Québec justement d'un plan de développement numérique, que ce soit plus structuré, que ce soit plus encadrant, que ce soit pour nous amener au 21e siècle, pour reprendre une formule peut-être un peu grandiloquente. Groupe de travail sur les communautés intelligentes qui travaille à l'Union des municipalités du Québec depuis quelques années aussi, qui font qui se promènent un peu partout dans le monde pour aller visiter différentes villes qualifiées d'intelligentes, pour amener des initiatives au Québec, pour pouvoir faire du partage d'expertise entre les villes participantes. Montréal, qui a été nommée communauté intelligente de l'année en 2016 par le Intelligent Community Forum, donc qui est quand même une très grande reconnaissance qui a été donnée à la ville de Montréal, notamment en raison d'une stratégie très détaillée, justement, de développement sur plusieurs années là, de différents volets de la ville intelligente. Rapidement, en fait, j'ai de la misère à passer vite, mais on a à Montréal, d'ailleurs, 6 chantiers
de la ville intelligente et numérique. Donc, Wi-Fi public, réseau grande vitesse. Là, eux développent un grand créneau économique, plus de mobilité, démocratie participative, services publics numériques. Donc, c'est un plan très élaboré de la part de Montréal qui leur a valu ce titre-là. Ensuite, Infrastructure Canada, donc le gouvernement fédéral a lancé dans le dernier budget quand même 300 millions de dollars sur 11 ans pour le défi des villes intelligentes, qui vise à récompenser les meilleurs projets soumis par des villes canadiennes en matière de développement des infrastructures numériques au service des citoyens. Donc là, on va voir quelles seront les retombées de tout ça, quels seront les projets soumis, est-ce qu'on va en avoir au Québec, c'est pas encore évident. Mais c'est à suivre quand même, c'est beaucoup d'argent qui va être développé là-dedans. Plusieurs villes aussi de très différentes envergures là, vont mettre de l'avant des initiatives qu'elles rattachent explicitement ou non à la notion de ville intelligente, d'où l'importance de s'adresser à elles pour les sensibiliser, évidemment, aux enjeux éthiques que cela peut soulever. Donc, encore une fois, principalement, les initiatives au Québec vont se retrouver dans le domaine des communications, de la participation citoyenne, la gestion des ressources, gestion des services publics, puis l'aménagement du territoire. Il ne faut pas voir ça trop en grand quand même. Quand on parle de communication, participation citoyenne, je vous disais tantôt, ça peut être un site web, ça peut être la web diffusion du conseil municipal. Donc, on est encore souvent à assez petite échelle dans les municipalités au Québec. Montréal est encore une fois une classe à part. Mais malgré tout, il y a un discours là, qui englobe tout ça, dont il faut tenir compte. Différents modèles, donc un peu, comme je vous disais, ici on a Rio, Bromont, évidemment, on a des différences assez importantes, même si Bromont est assez avancé compte tenu du type de municipalité que c'est. Singapour, qui est une ville qui est essentiellement une ville super intégrée à laquelle Montréal n'a pas et ne souhaitera jamais vraiment ressembler. Donc, il y a des... Il est un petit peu répressif, un peu, est-ce que c'est ça? Mais bon. Mais c'est quand même bon. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est des modèles auxquels on peut se référer des fois, notamment sur cette question-là, pour avoir un peu le modèle du pire. Là. Ce que nous ne voulons pas atteindre en matière de contrôle possible par la donnée. Cela dit, on n'est vraiment pas là. Donc, en même temps, il ne faut pas non plus se dire la ville intelligente au Québec, c'est mal parce qu'à Singapour, c'est problématique. Différentes approches qu'on a pu recenser dans la littérature, dans les écrits, dans les entretiens qu'on a eus avec les différentes municipalités. Premièrement, donc c'est des approches qui sont pas nécessairement mutuellement exclusives, qui jouent beaucoup le rôle d'un discours de légitimation chacune. C'est des approches qui vont mettre de l'avant une certaine dimension, certains problèmes à régler, un certain type de solution à ces problèmes-là. Donc, évidemment, juste l'identification des problèmes à la base, c'est quelque chose qui, sans parler de biais, mais qui a toujours un certain cadre. Là, qu'est-ce qu'on détermine comme étant le problème principal ou les problèmes auxquels on fait face? C'est pas nécessairement neutre. Donc, on parle d'approche plus en termes de discours de légitimation et ce à quoi les villes doivent réfléchir. Dans le fond, c'est des éléments auxquels elles doivent réfléchir et être plus critiques, pour avoir une approche davantage réflexive, de manière à pouvoir développer elles-mêmes leur approche qui peut emprunter à différents éléments, mais qui soit le plus adapté possible à leurs besoins en tant que municipalité. Donc, assez rapidement, une approche technologique, donc une approche qui est vraiment basée sur l'offre des technologies actuelles, qui est une approche qui est évidemment mise de l'avant davantage par les grandes entreprises de télécommunications, IBM par exemple, Cisco, qui vont faire dans la consultation, dans le travail de consultant auprès des villes, mais aussi de vente de produits, de solutions numériques, logiciels, infrastructures, etc. Dans cette approche-là, généralement, on va évidemment privilégier une solution technologique aux problèmes qui sont identifiés, des problèmes qui sont majoritairement celles de grandes municipalités, donc, ou de municipalités qui sont en forte croissance, qui vont chercher davantage d'efficience, un discours qui, pour ne pas le nommer, pourrait reprendre un peu de la logique néolibérale, et qui vont beaucoup axer sur une gestion pilotée par l'information, des partenariats publics-privés, évidemment, puis vont se présenter comme étant les gestionnaires les plus adéquats dans le contexte des infrastructures publiques. Une approche qu'on pourrait qualifier d'innovante, donc qui mise beaucoup sur l'idée d'innovation. Montréal serait davantage dans cette approche-là. Donc, une approche qui va miser à la fois sur un ensemble de solutions technologiques,
mais qui va aussi chercher à répondre aux demandes citoyennes, aux demandes individuelles et collectives des citoyens, qui vont beaucoup mettre l'accent sur le développement économique, l'attractivité, le renouvellement des modèles de gestion. Dans le contexte québécois, évidemment, on s'entend, la transparence prend une dimension très, très importante après la commission Charbonneau, et qui va beaucoup miser sur on pourrait dire une conception du citoyen plus comme client des services publics. Dans ces conceptions-là, ce qui fait la grande différence, c'est que l'éthique sont non... Les technologies de l'information ne sont pas nécessairement la solution directe au problème, mais vraiment porteur d'un changement de culture. Donc, il y a beaucoup plus que l'élément technologique. Il y a aussi toute, on pourrait dire, la culture du numérique qui vient avec ça, une culture qui est beaucoup plus ouverte, on pourrait dire, qui va, moi, chercher à se cantonner dans une technologie, mais qui va chercher justement à avoir, par exemple, des hackathons, par exemple, fait partie de ce genre de solutions-là qu'on va avoir dans ce type d'approche-là. Sinon, une approche qu'on pourra qualifier de participative ou inclusive, qui est vraiment axée à donner, à soutenir l'engagement citoyen, à combler la fracture numérique. Donc, la fracture numérique, c'est l'écart qui peut exister entre différentes populations, différents individus par rapport à leur accès à Internet et par rapport à leurs compétences pour faire une utilisation adéquate, utile pour eux d'Internet. Donc, pouvoir aller chercher les bienfaits du numérique. Et qui répond beaucoup dans une perte de confiance là, des citoyens dans les institutions. Pour cette approche-là, le numérique peut être une solution, sans être la solution à tout, évidemment. Donc, dans la participation démocratique, il y a différents modes de consultation, de participation qui vont pouvoir être mis de l'avant. Et encore une fois, je dis que ce n'est pas mutuellement exclusif, parce que là, on peut avoir, par exemple, en termes de démocratie, on va dire, évidemment, la démarche participative est plus intéressante, mais une ville peut très bien avoir une approche qui est variée, dépendamment des différents problèmes qui sont identifiés. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, essentiellement, vu qu'on n'est pas encore dans le rapport final dont je peux vous dévoiler les éléments les plus croustillants, c'est un article que j'ai coécrit avec Stéphane Roche, ici présent, et Patrick Turmel, professeur de philosophie ici à la faculté. En tout début de projet, en fait, le projet a commencé là, à venir au monde à la suite d'un panel qu'on avait tenu lors du colloque de congrès de l'ACFAS en 2015, où Stéphane et Patrick étaient participants. Et donc, ça, c'est un peu l'équivalent de l'acte de colloque qu'on a pu publier dans Etica par la suite, et qui a servi, on pourrait dire, de base théorique là, pour le reste du projet. Et le reste du projet visait essentiellement à contextualiser, là, à remettre en contexte ces éléments-là dans le contexte québécois pour voir s'il y a des enjeux différents, qui se posaient de manière différente, et développer des outils beaucoup plus concrets et pratiques pour les municipalités. Ça fait qu'essentiellement, comment on a fonctionné, on a voulu avoir quelque chose qui était vraiment axé sur la prise de décision, axé sur les outils à fournir aux municipalités, aux acteurs. Donc, on a fonctionné en cherchant davantage à développer ce genre d'outils-là, donc à fournir des orientations générales pour la stratégie numérique, mais aussi à fournir des mesures d'atténuation des risques éthiques qu'on allait identifier dans le cadre du processus pour avoir quelque chose d'assez concret là, à appliquer dans les municipalités directement. Donc, passons directement maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, donc les enjeux. Pour commencer, des défis de régulation, donc peut-être un peu plus au niveau juridique, mais dans le cadre de Ville intelligente, on parle de beaucoup de données récoltées, voire à un certain niveau de données massives, donc là où le volume de données devient tel qu'on doit absolument passer par des logiciels et des outils de traitement d'informations qui sont extrêmement puissants. On parle aussi de collecte de données passives, souvent. Donc, lorsqu'on parle de données passives, c'est des données que vous ne divulguez pas nécessairement volontairement ou en toute connaissance de cause à quelqu'un, comme dans le cadre d'un questionnaire. Donc, on parle de données passives avec tout ce que peut transmettre cette petite bête par le moyen d'application, par le moyen justement des dispositifs de géolocalisation à l'intérieur, auxquels, d'une certaine manière, on consent, mais dont on n'a pas toujours toute la connaissance. Et donc, la ville intelligente, lorsqu'on veut, en fait, fonctionne sur la base d'une grande collecte de données. Essentiellement, la donnée est le cœur, le nerf de la guerre en ville intelligente. Et donc,
jusqu'à un certain point, il y a, si on veut pouvoir tirer profit, tirer les bienfaits vraiment de la vie intelligente, réfléchir à la manière dont on veut gérer cette collecte massive de données-là, de manière à ce que ça se fasse de manière adéquate, responsable, et ça peut impliquer évidemment de mettre des balises beaucoup plus importantes. Mais là, pour l'instant, on est dans une espèce de flou où nos lois sont assez peu adaptées à ce genre de collecte massive-là. Ils demandent des consentements souvent explicites pour chaque utilisation de données, alors que là, on parle d'avoir des bassins de données qui vont pouvoir être utilisés à différentes fins, donc un peu plus sur le modèle des banques de données, par exemple, en recherche, où est-ce qu'on doit avoir un modèle, par exemple, de banque de données avec des usages permis qui permettraient ensuite de faire la collecte, des usages plus ouverts. Donc, c'est des sortes de questions qui ont à être posées dans le contexte. Aussi, en matière de régulation, il y a des multiples risques juridiques auxquels les villes sont confrontées. Et souvent, les villes n'ont pas en fait, elles n'ont clairement pas les mêmes outils que d'autres gouvernements pour faire face à ces risques-là. Juste pour vous dire, dans les entretiens multiples qu'on a pu avoir avec les villes, pour la plupart, c'était tout nouveau, là. C'était le blanc total lorsqu'on demandait quelle était leur manière de gérer les risques, particulièrement en matière de responsabilité civile, par exemple. Donc, il y avait très, très peu de mesures supplémentaires que ce qui était déjà mis en place par les contentieux, alors qu'il y a de nouveaux risques qui sont soulevés par la ville intelligente, notamment par l'utilisation des données fournies par la ville par des tiers, dont la ville demeure malgré tout responsable. Ou de l'utilisation par la ville de données qui pourraient être provenir de tiers, ne pas avoir la qualité nécessaire et pourrait avoir des impacts par la suite sur le service aux citoyens. Donc, élément aussi important à tenir en compte, on a des outils par rapport à ça dans la vie aussi. Autre élément important, en ce moment, on a très peu de normes de qualité en matière d'informatique pour les enjeux urbains. Là, je parle ici d'enjeux urbains, mais c'est assez généralisé. À part certains contextes particuliers et très sensibles, par exemple comme l'aéronautique, la pharmaceutique, etc. En informatique, les normes sont assez minimales et c'est beaucoup de... Il y a de la certification qui se fait, mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est assez nébuleux. On a fait un colloque là-dessus à l'ACFAS en 2017, donc en mai dernier, où on a pu réunir un ensemble d'acteurs pour réfléchir à la manière dont on pourrait encadrer davantage le domaine de l'informatique dans un contexte où évidemment, ça prend une importance croissante dans nos vies, dans la gestion des services, dans la gestion des infrastructures. Donc là, après ça, on parle de défaillances possibles, de vulnérabilité et évidemment la question des responsabilités qui doivent être partagées à ce moment-là. C'est beaucoup de questions ouvertes. Donc, c'est aussi un défi pour les villes d'arriver face à des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, où, jusqu'à un certain point, c'est une opportunité parce qu'il n'y a pas déjà tout un carcan législatif qui, on pourrait dire, entre guillemets, mine l'innovation, même si, évidemment, je ne veux pas être cité là-dessus parce qu'il peut y avoir de très bonnes raisons d'avoir des lois très contraignantes. En même temps, c'est l'occasion aussi, très rapidement, de penser à la manière de voir les risques qui sont présents et d'intervenir en ce sens. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas les villes individuellement qui ont les moyens de le faire. Et donc, par rapport à ça, il y a toute une réflexion au niveau plus sociétal qui doit être faite et donc qu'on souhaitait soulever là, dans le cadre de nos travaux. Autres éléments très importants dans le cadre des villes intelligentes, on est dans un contexte où il y a souvent assez peu d'expertise interne, surtout dans les plus petites municipalités. Le marché demeure très restreint. Il y a de très gros joueurs. Sinon, il y a des plus petits joueurs aussi, mais par exemple, au Québec, c'est souvent pratiquement des monopoles. Donc, par exemple, dans le domaine des systèmes comptables, toutes les villes à peu près utilisent le même système. Donc, ils sont jusqu'à un certain point dépendants de la manière dont va se développer le logiciel en question. Et c'est un risque qui peut revenir, évidemment, pour d'autres, pas uniquement pour les systèmes comptables, mais pour d'autres systèmes logiciels à l'intérieur des villes intelligentes. Aussi, lorsqu'on parle de l'utilisation de logiciels ou de technologies qui ne sont pas développées à l'interne,
il peut y avoir un risque lorsqu'on prend, par exemple, un forfait clé en main ou lorsqu'on on a une technologie qui est déjà existante et pour certaines entreprises, ils vont offrir quand même un service de gestion délégué. Donc, à ce moment-là, ceux qui vont concevoir, produire et produire la technologie et gérer les données sont au privé, avec un cadre qui est donné par le public quand même, mais on est dans une dynamique d'externalisation quand même de la prise de décision, de la gestion et de privatisation, ce qui peut quand même, pas obligatoirement si c'est bien encadré, mais qui peut vraiment nous amener à avoir une logique plus commerciale versus une logique de service public qui vont rentrer en conflit. L'entreprise qui développe son application, bien, son application, elle est là pour faire du profit, ce qui est une très bonne chose pour elle, mais de l'autre côté, il y a l'intérêt public, il y a le bien commun qui est aussi, qui doit guider les décisions de la ville. Et dans ce contexte-là, il faut trouver une manière que ça s'agence, et si ce n'est pas possible, que la ville puisse être en mesure d'intervenir adéquatement. Et ce n'est pas du tout évident, compte tenu aussi de ce que je disais, de la qualité du marché qu'on peut avoir en ce moment. Et surtout, du manque d'expertise indépendante. Enfin, bien, le problème de l'enfermement technologique, le technological lock-in, ça, essentiellement, c'est lorsque on se retrouve dans une entreprise, une ville, va se retrouver dans une certaine forme de dépendance par rapport à une entreprise privée, par rappart à un logiciel, c'est-à-dire qu'ils ils ont pris une solution logicielle et là, bien, toute la suite des applications qui peuvent être ajoutées bien, doivent répondre aux critères spécifiques du logiciel en question. Donc, c'est ça. Donc, on parle de logiciels propriétaires ici, donc ce ne sont pas des logiciels à code libre, à code ouvert. Et donc, bien, c'est pas n'importe qui va pouvoir créer une application pour se joindre, complémenter les services qui sont offerts. Et à ce moment-là, bien, ça peut créer un certain frein, d'une part, à l'innovation, mais aussi entraîner des dépenses supplémentaires pour la ville, parce que là, on se retrouve à devoir faire les mises à jour, à être pris. Puis là, après 5 ans, il y a un immense coût à revenir en arrière, passer à un autre fournisseur, tandis que c'est souvent des systèmes qui sont très intégrés, très peu ouverts à la concurrence. Évidemment, là, on voit très bien quand une logique commerciale externe peut venir en conflit avec les besoins de la ville, plus spécifiquement, qui sont liés au bien public. En matière de propriété intellectuelle, bien évidemment, là, ça fait un peu suite à ce que je pouvais dire. Il y a, lorsque la ville développe elle-même, dans un modèle de ville, on peut dire entrepreneur, où le développement est fait en interne, elle possède sa propriété intellectuelle, mais ça vient évidemment avec des coûts de développement. Il y a différents niveaux. On peut passer de la ville pleinement engagée à une ville simplement comme laboratoire, où la ville va faire affaire avec une entreprise en lui disant bien, venez tester vos produits chez nous, puis si on peut avoir un rabais à la fin, ce serait le fun. Et c'est des modèles qui existent, évidemment, qui sont dépendamment des... c'est ça, chaque modèle existe au Québec. Donc ici, vraiment un modèle de délégation à la ville sans avoir de retour, par exemple, de redevance, par exemple, sur l'utilisation d'un logiciel ou la vente d'un logiciel qui va être développé dans la ville. La ville comme simple consommatrice, donc qui achète un logiciel externe, ou la ville comme partenaire qui va participer au développement. Donc tout ça implique évidemment des coûts, ça implique de l'expertise. Et ce n'est pas toutes les villes qui ont les moyens, dans le fond, de s'assurer un contrôle complet, si on veut, sur les applications qui sont développées. Et malgré tout, c'est elles qui ont la responsabilité finale. Ça reste important à noter. Cette responsabilité-là, deux éléments importants. Obligation de prudence et de diligence. Donc, une ville, du moment que... je vais vous lire ici. L'obligation naît au moment où l'on sait qu'une personne va agir sur la base de l'information transmise, si son degré de connaissance actuel fait en sorte qu'elle n'aura pas d'autre choix que de s'y fier. Et donc, l'information, par exemple, une ville peut rendre disponible de l'information, et là, elle demeure responsable de l'utilisation qui va en être faite compte tenu d'une personne raisonnable qui l'utiliserait, donc, selon ses connaissances. Et ça l'oblige donc, d'une certaine manière, à vérifier et contrôler la qualité de l'information qui est publiée sur son site, et aussi à donner les indications sur les usages adéquats qui peuvent en être faits, donc les limites de la donnée, si on veut. Donc, une donnée plus ou moins précise peut être utile dans certains contextes, mais plutôt dangereuse dans d'autres lorsqu'on veut l'utiliser à des fins peut-être plus sensibles. Et le problème, c'est que la ville demeure donc responsable. Un exemple qui était donné par Christophe Krolik, qui était le juriste
au comité de travail. Si, par exemple, une ville vont publier des données par rapport aux horaires de déneigement, donc, une donnée qui n'est pas à jour sur son site Web, un particulier décide de développer une application de circulation, de stationnement, par exemple, et donc qui dit à un automobiliste, vous pouvez vous stationner là, il n'y a pas de danger, c'est parfait. L'automobiliste se fait remorquer parce que la donnée n'était pas à jour, c'est la ville qui est responsable. En fait, l'automobiliste, il y a un flou. L'automobiliste pourrait chercher à engager la responsabilité de la ville, de l'entreprise ou des deux. Mais ça, les villes doivent en être conscientes parce que là, ça implique que, si on veut... C'est beau de vouloir ouvrir la donnée, mais encore faut-il être capable encore une fois, avoir les ressources de bien l'encadrer pour s'assurer que, d'une fois, la ville ne se mette pas dans l'embarras. De l'autre côté, que les résultats aussi sur la population, et là, on parle de déneigement, mais ça peut être évidemment plus important que ça, ne soient pas problématiques non plus, puis qu'on ne se retrouve pas avec des litiges importants avec les entreprises avec lesquelles on fait affaire. Le danger là-dedans, c'est que dans un contexte, surtout dans un modèle d'innovation plus ouverte, là, où on cherche à avoir, justement, avec les données ouvertes, le développement de plein d'applications, puis une effervescence à l'intérieur des villes, il y a beaucoup d'acteurs qui vont se retrouver à entrer en jeu et qui vont produire, utiliser des données. Et donc, là, il y a toute une réflexion sur l'encadrement de ces données-là qui est importante. Puis là, j'ai parlé beaucoup d'utilisation, mais effectivement, la production aussi. Lorsque les villes intelligentes vont se baser de plus en plus sur la production de données par les citoyens eux-mêmes, donc pouvoir rapporter des éléments, j'ai vu un trou, je vais photographier le fameux nid de poule, puis ça s'en va à la ville. Bon. Puis on parle aussi de beaucoup de données passives, donc dans les trajets pris par les personnes. Lorsque le citoyen commence à produire de la donnée, la qualité de la donnée elle-même est très, très difficile à contrôler. On avait un enjeu un peu similaire en télésanté dans la vie qu'on a sorti en 2014 où on permettait aux gens d'être davantage à la maison grâce à des systèmes de télésurveillance. Sauf que les gens devenaient responsables de prendre un ensemble de mesures physiologiques qui étaient ensuite transmis à distance à des gestionnaires de cas, des infirmières, des médecins, qui faisaient le suivi à distance de leurs conditions. Mais là, il faut quand même être en mesure d'assurer que ces mesures-là soient bien prises. Puis là, c'est de la formation, c'est beaucoup de responsabilités pour les patients. Donc, on est dans une situation un peu similaire, là, où on a plusieurs producteurs de données, puis il faut trouver une manière d'assurer la qualité de tout ça pour les usages qu'on va en faire. Donc, on parlait de données massives, données passives, il y a aussi des données actives qu'on va donner volontairement. Un des grands enjeux dans une ville où, justement, là, les citoyens commencent à produire de données, c'est les traces qui sont laissées un peu partout. Déjà, c'est faramineux, là, les traces numériques qu'on peut laisser dans nos déplacements sur Internet et de plus en plus dans nos déplacements physiques aussi. Et ce qui est à constater dans un cas comme ça, c'est que nos identités, à la fois physiques et numériques, deviennent de plus en plus interreliées. On sait où je suis, qu'est-ce que je fais, aussi par les traces numériques qui sont laissées, avec notamment les questions de géolocalisation qui sont de plus en plus présentes. Et là, on cherche à avoir de plus en plus de participation des citoyens aussi dans cette production-là, dans le suivi géolocalisé de leurs activités. Donc, il y a de bons usages qu'on peut en faire. Il y a aussi des usages qui peuvent être problématiques. Et là, la manière, encore une fois, de bien encadrer cette collecte de données-là, va être extrêmement important. Un des enjeux ici, c'est qu'il y a assez peu de connaissances de la part des gens encore de l'ampleur des traces qui sont laissées. Et souvent, même lorsqu'il y a des moyens de contrôle, il y a très peu de moyens de contrôle sur qu'est-ce que je peux effacer, qu'est-ce que je peux ne pas laisser simplement comme trace. Des fois, quand on dit que c'est passif, c'est particulièrement passif. Mais souvent, même le peu de contrôle qu'on a, la plupart des gens n'en sont pas bien informés non plus. Donc, il y a un enjeu là-dedans en matière de compétences numériques. Et ça, c'est un élément qu'on attend de voir beaucoup dans la stratégie numérique, en tout le développement des compétences numériques de la population. Ça, c'est un des éléments qu'on peut espérer... et je parle d'espoir, qu'on peut espérer voir, j'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir dedans, d'avoir, justement, d'intégrer ces éléments-là en matière de sécurité, en matière de compréhension de
de ce monde numérique-là qui est souvent très, très caché et pourtant très présent de la part de la population. Évidemment, ça pose des enjeux importants en matière de protection de la vie privée. Juste pour, justement, le fait d'être capable de monter souvent des profils très, très précis à partir des traces qui sont laissées et d'utiliser à différentes fins lorsque c'est peu contrôlé. Ensuite, peut-être un peu plus subtil en matière de normalisation des comportements. Encore une fois, lorsqu'on est capable d'avoir surtout au niveau populationnel, de voir des trajets types, par exemple, on est capable d'avoir l'idée de partir du point A au point B, c'est à peu près ça le trajet type. Mais là, toute déviance, tout d'un coup, une fois qu'on a un modèle, généralement, dès qu'on a un modèle, on a une possibilité de qualifier la déviance. Et évidemment, mais ça peut être tentant d'utiliser ça pour qualifier les personnes elles-mêmes de déviants, de délinquants, etc. Donc, j'en parlais aussi tantôt lorsqu'on intègre davantage les données, on se retrouve avec des vulnérabilités supplémentaires. Oh, là, ça, c'est pas ça que je voulais faire. On va revenir. Il y a comme un petit lag quand j'essaie de revenir en arrière. Ah, bon. Donc, je pense que tout est dans tout et le slogan à retenir par rapport à ça, particulièrement dans la ville intelligente, le modèle, on pourrait dire, qui revient souvent, est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réaliste? Je ne sais pas, mais c'est vraiment d'avoir une très, très, très forte intégration de l'ensemble des services, de l'ensemble des interventions publiques sur le territoire. Donc, d'être capable de voir en temps réel, sur l'ensemble du territoire, un ensemble d'indicateurs, plein de paramètres, et d'y réagir très, très, très rapidement. Et qu'un changement à un endroit puisse déclencher des réactions. On puisse comprendre les interactions entre des changements à différents endroits dans la ville pour justement mieux comprendre les interactions qui ont lieu et mieux réagir. Lorsqu'on intègre tout ça, lorsqu'on a des technologies qui sont réseautées un peu partout, et là on parle évidemment autant des aqueducs que du transport, que d'autres niveaux de service. Un peu comme dans n'importe quel système informatique, plus on a de ports d'entrée, plus on a de vulnérabilité. Et c'est un enjeu qui n'est pas propre à la ville intelligente, c'est un enjeu de l'Internet des objets qui va être un des enjeux de cybersécurité extrêmement important dans les années à venir, qui l'est déjà en fait. Et donc là, on a des villes qui vont pouvoir être beaucoup plus vulnérables à la fois aux attaques. On l'a vu, on a déjà vu certaines attaques sur des centrales électriques, par exemple, en Europe de l'Est, qui ont été particulièrement dévastatrices. Mais juste des défaillances à l'intérieur des systèmes qui ont des effets dominos, dans le fond. Et là, pour gérer les risques, particulièrement les risques en matière de sécurité, donc plus les risques d'attaque à ce moment-là, on a à la fois les outils pour... En fait, l'intégration, l'utilisation azimut des données augmente les vulnérabilités, nous donne aussi des outils de contrôle supplémentaires sur la population. Et là, le danger, c'est qu'on cherche à répondre aux vulnérabilités par une logique sécuritaire qui ne soit pas bien en phase avec les droits et libertés de la personne. Ensuite, j'approche de la conclusion. Donc, gestion fondée sur les données. On passe un peu à un autre thème. Lorsque, justement, à partir de toute cette information-là qu'on a recueillie, on cherche à améliorer le processus de décision. Donc, ça, il y a tout un grand courant là-dessus. Il y a plusieurs éléments dont il faut faire attention. D'une part, ne pas sanctifier la donnée objective, la donnée quantifiable. Souvent, c'est très, très intéressant d'avoir des modèles à partir de données comme ça qui sont recueillies. Ça nous donne des fois une belle aura de scientificité, mais ça peut être extrêmement partiel comme vision du phénomène. Un des exemples que je donnais dans d'autres interventions préalables, c'est, par exemple, si on s'en tient dans l'analyse des déplacements à vélo,
par exemple, les résultats de Québec avaient fait le Mon trajet vélo. Donc, on demandait avec des gens qui avaient leurs applications sur le téléphone de se promener à vélo, donc de faire leur déplacement quotidien. Puis ensuite, ils recueillaient cet ensemble de ces données-là pour voir où étaient les besoins en matière de pistes cyclables. Mais évidemment, c'est intéressant pour voir de grandes tendances, mais d'une part, on peut immédiatement avoir deux biais derrière ça. Donc, on va voir les déplacements des gens qui ont une application, et c'est pas tout le monde qui est branché non plus à ce point-là. Donc, il y a peut-être toute une part de la population qui ne sera pas très bien desservie par le prochain réseau cyclable si on se base uniquement sur ce genre de données-là. Et d'autre part, on voit où les gens passent, mais on ne voit pas où les gens voudraient passer. Et souvent, le chemin qui va pouvoir être utilisé, c'est le détour qui permet d'être en sécurité. Alors, et là, si on fait une belle piste cyclable sur ce détour-là, on n'a pas réglé le problème de départ qui était de sécuriser une artère qui était beaucoup plus conviviale, en fait, beaucoup plus pratique, et que les cyclistes auraient voulu emprunter. Donc, exemple quand même, de là, on a besoin d'une complémentarité, dans le fond, de type de données, de type de consultation, et où il ne faut pas se laisser leurrer là, par l'aspect séduisant de la donnée objective. Bien, écoutez, ça semble la complexité ici des processus de construction des indicateurs lorsqu'on cherche à avoir un portrait de la réalité, bien, c'est toujours difficile. Il y a un risque de se créer une espèce de monde parallèle, donc d'une carte qui est pas exactement, qui ne représente pas très bien le territoire. Et autre problème aussi, lorsqu'on arrive à des niveaux un peu plus élevés là, au plan technologique, qu'on intègre des données massives et donc on a besoin d'algorithmes qui vont rechercher des tendances, des corrélations dans ces données-là. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les données les algorithmes en intelligence artificielle qui reposent sur le deep learning, sur l'apprentissage profond, évidemment, sont extrêmement sensibles à l'input qu'on leur donne. Donc, ces algorithmes-là vont apprendre à faire leurs tâches sur la base d'un ensemble de données que nous connaissons déjà, qu'on leur donne pour qu'ils apprennent, par exemple, à reconnaître des visages, qu'ils vont apprendre à reconnaître certaines émotions, etc. Être capable d'identifier un chien d'un chat sur une photo. Bon. Ces algorithmes-là ne sont pas neutres ou bien dans la manière dont ils sont codés, évidemment, parce qu'il y a des gens derrière, ou bien justement sont très, très sensibles à l'input et va dépendre de la qualité des données qu'on utilise pour les dompter. Je ne sais pas trop comment utiliser. Pour les éduquer, voilà. Merci. Et sinon, bien, très grand enjeu, pour conclure, celui de la fracture numérique, qui est un peu en filigrane dans plusieurs des enjeux précédents. Fracture qui a plusieurs dimensions, donc qui est à la fois matérielle et cognitive. Donc, c'est pas toutes les personnes qui ont accès au matériel nécessaire qui ont simplement une connexion Internet. Encore une fois, on en parlait, les données ne sont pas très reluisantes pour Québec. Il y a encore un fort pourcentage de la population qui n'a pas accès à Internet haute vitesse. Mais sinon, pour certaines applications aussi, ça peut être simplement l'accès à des tablettes, des téléphones intelligents. Fracture cognitive aussi, c'est-à-dire en matière de connaissances, en matière de compétences pour pouvoir bien l'utiliser. C'est bien beau avoir accès à Internet, mais il y a encore des gens qui, malgré le fait d'avoir Internet, ne savent pas très bien comment fonctionne un courriel, par exemple. Donc, évidemment, là, pour inclure ces gens-là dans des projets de ville intelligente, c'est des gros défis qui doivent être absolument relevés parce que sinon, bien, justement, on crée de l'exclusion, on crée des services qui ne sont pas pour l'ensemble de la population. C'est une fracture qui est aussi à la fois générationnelle et sociale plus généralement. Donc, l'aspect générationnel, c'est de plus en plus contesté, là, quand même, à quel point l'âge est un grand déterminant de l'aisance par rapport à la technologie. De l'aisance, à un certain niveau, oui, mais à partir d'un certain niveau, vraiment, pour développer des compétences plus sophistiquées, pour aller vraiment chercher les bénéfices du numérique, c'est pas si évident. La fracture sociale, par exemple, elle est tout à fait attestée en matière d'inégalité socio-économique. C'est un déterminant très, très important. Et dans le cas des villes intelligentes, bien, c'est très important aussi, l'aspect géographique, collectif. Il y a des collectivités sur certains territoires qui ont des services beaucoup moindres ou qui ont des accès beaucoup plus limités au numérique. Donc, que ce soit des enclaves à l'intérieur de certaines villes ou carrément des régions qui n'ont pas, encore une fois, d'accès. Quand même, ils voudraient, là, ils n'ont pas accès à Internet haute vitesse dans la région de manière générale, dans les municipalités.
c'est un enjeu évident parce que là, on risque, encore une fois, d'accroître des inégalités territoriales entre des zones qui sont déjà favorisées, branchées, et donc qui vont avoir un développement à ce niveau-là, qui ont une capacité de développement supplémentaire, et surtout lorsque des investissements embarquent là-dedans, qui ont une capacité à aller chercher de l'investissement de la part des pouvoirs publics, par exemple dans l'Infrastructure Canada, versus des plus petites municipalités, des plus petites collectivités qui ont des besoins aussi, mais qui ne peuvent pas embarquer dans ce type sur le train de la ville intelligente ils ne peuvent même pas espérer devenir intelligentes. Bref. Donc, ça fait le tour des enjeux. Peut-être pour terminer rapidement, une présentation un peu de qu'est-ce qu'on va trouver dans la vie, que je vous répète, va être lancé le 20 octobre prochain. Vous pouvez aller voir sur notre site Web, il va être disponible. Donc, on y présente des mises en situation qui sont analysées avec les questions importantes à se poser. Donc, c'est un peu un exemple pour les gens dans les municipalités qui trouvent que l'éthique est un peu rebutant, mais qui ont juste l'impression que quand on parle d'éthique, on est là pour leur taper sur les doigts si on reçu une bouteille de vin il y a 10 ans. Donc, on leur donne ici des situations types qu'on a pu observer dans le cadre de nos interactions là, avec les municipalités, avec justement un exemple de comment on analyserait cette situation-là, faire ressortir les points importants qui doivent être considérés. Donc, en espérant que s'ils rencontrent des situations similaires, ils puissent utiliser ça comme un outil. On a aussi un aide-mémoire de principes et de valeurs éthiques qui sont importants à prendre en considération. OK. Ton visage était vraiment... Je suis vraiment curieuse de voir ça. Oui. Bien, en gros, en fait, c'est que tout au long de la vie, bien évidemment, on présente les enjeux, on présente différentes mesures, et à la fin, on revient sur les principes, les valeurs qui sont derrière ça, de manière à ce que, dans une situation nouvelle, les personnes concernées là, puissent regarder ça, puis prendre valeurs et principes un par un, puis essayer de voir comment ça s'applique dans leur situation pour checklist, là, vraiment, pour pouvoir aller se dire, bon, j'ai au moins fait un premier tour par moi-même qui peut me donner une bonne idée des enjeux, des problèmes qui sont soulevés par la situation. Puis enfin, vu que les questions juridiques sont extrêmement importantes, on a des tableaux d'information juridique sur le cadre de règles qui s'appliquent au secteur municipal en lien avec la ville intelligente, sur les éléments de responsabilité qui sont touchés, ainsi que sur les règles juridiques qui concernent l'accès aux données dans le contexte québécois. Aussi en comparatif avec le contexte européen, qui est extrêmement intéressant, en fait, là, comme modèle. Ils ont le dernier cadre en matière d'accès aux données puis de gestion des données prend beaucoup plus en compte, justement, les données massives, les données passives. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant à considérer pour aussi penser notre évolution législative, si on veut, là-dessus, ici au Québec. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à consulter notre site Web et je suis disponible pour toute question.